Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous avons un space avec Karine de la Karine Academy. Vous la connaissez certainement, donc c'est elle qu'on attend. Et on commence tout de suite. Bienvenue, bienvenue, bienvenue Karine. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Ok, envoie une invitation. Je viens d'envoyer une invitation. Ok, est-ce que là c'est bon? Allô? Ok, parfait. Tu m'entends de ton côté? Oui, je t'entends. Bonsoir. Ok, bonsoir, bonsoir. Alors, aujourd'hui, dans le cadre de ce space, nous allons parler d'une thématique, de la blockchain à la décentralisation, utile ou futile en Afrique. Donc, Karine, est-ce que tu peux nous présenter le sujet, s'il te plaît, afin que les internautes puissent comprendre? Bonsoir à tous. Donc, comme tu l'as si bien dit, on va parler de blockchain et de décentralisation. Donc, on va essayer ce soir d'expliquer comment est-ce que on peut utiliser la technologie de la blockchain pour passer de la centralisation actuelle qu'on vit dans nos pays en Afrique vers une décentralisation qui est plus soft, qui est voulu un peu par tous, et comment est-ce que ça peut se faire étape par étape dans le cadre africain de manière simple. Donc, c'est un peu ça, grosso modo. Donc, pour ce faire, on va passer par une présentation de la décentralisation. D'abord, la blockchain. On va parler de la blockchain, des différents aspects de sa transparence, de ce que ça apporte. On va aussi parler des avantages de la décentralisation en Afrique, de ce que ça pourrait engendrer en termes de réduction de coûts d'intermédiaires. Ça, comment est-ce que Mhm. ça peut aussi apporter l'inclusion financière et Mhm. aussi, bien évidemment, comment est-ce qu'on peut avoir une véritable traçabilité grâce à la blockchain. Ensuite, on va partir sur tout ce qui est défi obstacle, parce que parler de décentralisation, c'est bien beau, mais en réalité, quels sont les problèmes qu'on pourrait avoir et comment est-ce qu'on pourrait les surmonter. Mais aussi, face à ça, il y aura un problème de légalisation, un problème d'administration. Donc, il faudra qu'on s'attende, on s'étanche aussi sur les points de réglementation, les problèmes d'infrastructure et bien évidemment tout ce qui est confidentialité, transfert de données, sécurité via les différents systèmes ou les différents protocoles qu'on peut avoir via la blockchain. Donc, grosso modo, c'est un peu comme ça qu'on va parler du sujet de ce soir. D'accord, merci beaucoup, Karine. Alors, donc, dans le premier point, nous allons commencer par voir le contexte de l'utilisation de la blockchain sur le continent africain. Et donc, pour ce fait, on va commencer par dire que la blockchain en Afrique n'est pas vraiment connue dans le terme blockchain. En Afrique, on connaît plus la crypto, hein. La majorité d'entre vous, certainement, qui êtes en train de m'écouter, avez entendu parler de crypto, crypto, et certainement vous vous demandez, mais c'est quoi la blockchain? Oui, je le comprends très bien parce que, en fait, la blockchain, c'est une technologie et le premier, l'application de cette technologie-là, c'est la crypto-monnaie. Ça veut dire que lorsque vous avez Internet, sur Internet, vous avez tout plein d'applications comme Facebook, Amazon, Instagram, etc. Ce sont des applications qui sont sur Internet. Et donc la blockchain, c'est également une technologie, un réseau. Et là-dessus, on peut développer des applications comme la crypto-monnaie, comme les applications décentralisées, etc., etc. Donc, le contexte de la blockchain en Afrique,
c'est que les gens prennent conscience de ce qu'est la crypto-monnaie, parce qu'il y a certains pays africains qui comprennent vraiment l'utilité de la crypto-monnaie. D'ailleurs, dans le space précédent de la semaine dernière, nous avons parlé de cette thématique-là, hein. Et donc, l'idée, en fait, c'est que en Afrique, la compréhension et la connaissance de la blockchain n'est pas encore hyper élevée. Par contre, la compréhension de la crypto-monnaie et de ce que ça peut apporter comme gain financier dans un premier temps et ce que ça peut apporter comme souveraineté monétaire, c'est assez compris par les Africains. Et toi, Karine, qu'est-ce que tu as à nous dire par rapport à cette thématique? Bon, tu as assez bien résumé le contexte, en fait, parce qu'aujourd'hui, comme tu le dis, on parle plus de crypto. Et les gens pensent que c'est les cryptos, la technologie, alors que la véritable technologie, la véritable évolution dans Internet, c'est vraiment la blockchain. Et c'est l'outil, en fait, qu'il faut amener les gens à comprendre pour qu'on puisse s'apercevoir de tout ce que ça peut nous apporter, bien que les cryptos soient mis en avant parce que c'est l'évolution de la monnaie fiduciaire actuelle. Donc, placé dans ce contexte de non-émoi, alors de non-sensibilisation, ce serait vraiment plus intéressant d'aller vers tout ce qui est utilisation blockchain pour que les gens comprennent que, ah, ok, les cryptos, on en parle plus parce que ça a trait à la valeur monétaire, quelque chose qui est hyper important pour la suivi de l'être humain. Mais en plus de cette valeur monétaire, on pourrait avoir d'autres applications qui pourraient nous aider encore plus dans la vie commune ou alors dans la vie active de tous les jours. Donc, c'est dans ce sens-là que la décentralisation peut entrer comme autre application, en fait, de cette blockchain un peu méconnue. Donc, Effectivement. Et c'est justement, chers internautes, la raison pour laquelle nous nous sommes lancés Crypto avec Future, parce que nous nous sommes rendus compte qu'il y avait une grosse pénurie d'informations concernant la réelle technologie blockchain qui pourrait révolutionner l'Afrique. Et donc, nous avons décidé de lancer ce projet-là pour vous permettre à vous de pouvoir avoir une autre vision, une autre approche, une autre perspective de ce qu'est la crypto-monnaie, de jusqu'où ça va et de jusqu'où va la technologie sous-jacente à la crypto-monnaie. Donc, qui sommes-nous? Excusez-nous, nous ne sommes pas présentés. Moi, c'est Harlem, fondateur de Crypto Future. Et Karine, je te laisse te présenter. ok. Bon, même comme je voulais que tu dises fondateur et que tu nous dises expert blockchain et tout, et tout, et tout. Mais bon, personnellement, je suis Karine Bessongo, je suis formatrice blockchain à Crypto Afrique Future. Notre but, c'est, comme Alain l'a dit, c'est de faire en sorte que les Africains puissent comprendre le plein pouvoir de la blockchain et puissent utiliser ça à bon escient dans la vie de tous les jours pour une émergence plus réelle, en fait, de l'Afrique. Et en plus de mon poste de formateur blockchain à Crypto Afrique Future, j'ai aussi une startup, la Karine Academy, qui fait aussi dans l'accompagnement de personnes désireuses de mieux comprendre encore plus les crypto-monnaies. Donc, c'est un peu ça. Et aussi, en mes heures perdues youtubeuse, un peu comme toi. Allez, Ouais. donc, oui, Effectivement, Karine propose ok. du contenu directement sur sa chaîne, la Karine Academy. Comme je disais dès le départ, certainement vous la connaissez déjà. Voilà. Et comme elle le disait si bien, je suis formateur et consultant blockchain. Et c'est donc dans ce cadre-là, c'est des experts qui vous parlent et qui vous éditent sur cette thématique ce soir. Alors, passons au deuxième point de notre space. Et nous allons voir les avantages de la décentralisation en Afrique. Parce que oui, nous parlons de décentralisation, utile ou futile. Maintenant, il faudra que vous compreniez pourquoi est-ce que l'on en parle, la valeur ajoutée que ça pourrait apporter sur le continent africain. Alors, dans un premier temps, nous allons parler des avantages dans le point de vue de la traçabilité, oui, de la transparence et de la traçabilité des transactions. Alors, on est tous d'accord qu'en Afrique, lorsque l'on veut, par exemple, envoyer de l'argent à quelqu'un, ben, ce qui se passe, c'est que on passe par des tiers de confiance. On passe par des tiers de confiance. Et ces tiers de confiance-là, c'est eux qui, en fait, garantissent l'acheminement de ce que l'on veut faire comme transaction. Quand on parle de transaction, ici, on ne parle pas forcément d'argent, mais imaginons que vous vouliez envoyer un colis à quelqu'un. Vous êtes au Gabon, vous voulez envoyer un colis à quelqu'un au Sénégal, au Maroc, etc. Vous n'avez aucune vision sur l'acheminement de votre marchandise, n'est-ce pas? Alors, l'idée, c'est que un avantage de la blockchain permettrait qu'il y ait plus de transparence à ce niveau-là, dans le sens où les personnes qui
envoient leur colis peuvent savoir à quel niveau exactement est leur colis. Mais il faut comprendre une chose, c'est que ce n'est pas impossible de le faire avec une technologie existante. Là, la valeur ajoutée de la blockchain ne vient pas simplement au niveau du fait que l'on va pouvoir avoir une traçabilité, parce que ça, on le fait, les gens savent déjà le faire. La particularité de la blockchain, c'est que la blockchain va faire en sorte que l'on puisse être sûr que l'information que l'on a est vraie. Pourquoi? Parce que la blockchain, c'est une technologie qui fonctionne un peu comme un livre de compte. Et si vous prenez le cas du livre de la banque, c'est un livre, c'est un registre dans lequel on va noter toutes vos transactions bancaires. Ça veut dire que depuis que vous avez ouvert votre compte bancaire, la banque sait toutes les transactions que vous avez eu à faire et vous-même, vous pouvez avoir une traçabilité sur votre historique de transactions. Alors, vous voyez la blockchain comme un registre comme celui-ci, sauf que ce registre-là, il n'est pas détenu par une entité centrale, mais il est détenu par tous les utilisateurs du réseau. Ça veut dire que, prenez le cas de votre banque toujours, là, ce n'est plus la banque qui contrôle vos informations, mais tous les utilisateurs de la banque, en même temps, peuvent avoir le contrôle et donc décident de ce qui peut être écrit ou pas. Ce qui fait que vu qu'il n'y a pas une personne, une autorité centrale qui a le contrôle sur l'information, on est sûr qu'elle est vraie. Parce que n'importe qui peut la consulter, peut consulter l'information, et c'est tout le monde qui doit se mettre d'accord pour que l'information puisse être validée. Voilà pourquoi, lorsqu'on utilise une blockchain pour tracer quelque chose, dans le cadre d'une supply chain par exemple, ben, on est sûr que ce qui est vrai. Par contre, lorsqu'on a un système classique, ben, on ne peut pas savoir si c'est vrai parce que le système classique, il est centralisé, il est contrôlé par une autorité centrale et c'est là la limite. Et la blockchain pourrait nous permettre d'avoir beaucoup plus de transparence à ce niveau-là, au niveau de la transparence et de la traçabilité. Karine. Oui. Euh, oui, en fait, moi, je voulais juste rebondir sur le côté transparence dont tu as fait état. Et vraiment, si on reprend l'exemple que tu as pris au niveau de la banque, c'est Mhm. totalement vrai. C'est-à-dire que la banque est la seule entité qui puisse te dire, OK, tu as fait ça, 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 ça comme transaction, parce que toi-même, tu n'as pas une vision propre sur ce qui est en train de se passer, parce que c'est elle qui décide dans son système opaque à elle de te dire maintenant, OK, c'est ça ou c'est ça que tu as fait. Et même, on va aller plus loin parce que là, c'est encore pire parce que si tu ne demandes même pas parfois à avoir accès à cela, toi-même, tu ne peux même pas savoir le nombre d'opérations que tu as fait. Or, dans la blockchain, comme tu l'as dit, grâce au consensus, bref, en fait, le consensus, c'est les règles sur lesquelles s'accordent des personnes d'un réseau, lorsque le réseau est décentralisé, avec le consensus, tout le monde peut savoir ce qui est en train de se passer et peut en voir la preuve directement que, OK, cette action que j'ai posée, je l'ai posée comme ça, comme ci. Et même si demain, j'oublie ou bien je n'arrive plus à avoir accès à cela, les autres pourront faire fi de preuves pour moi parce qu'ils ont accès de manière décentralisée à ce registre numérique ouvert à tout le monde à travers le monde qu'on appelle la blockchain. Donc, c'est vraiment une révolution qui serait intéressante pour chacun de vraiment voir, toucher du doigt et c'est pour ça qu'il faut s'y intéresser le plus tôt parce que ça change le monde et ça va changer le monde en fait. Et je rejoins justement Karine sur ce point-là. Elle a dit le plus tôt. Le plus tôt parce que aujourd'hui, quand on parle de blockchain, nous sommes un peu comme Internet au début des années 2000. On est au tout début d'une révolution technologique. Donc, toutes les personnes qui vont s'intéresser à la blockchain maintenant, à coup sûr, vous ferez partie des futurs Elon Musk, hein, de la blockchain. Donc, Karine, je te laisse nous entretenir sur la réduction des coûts et des intermédiaires. Ok. Bon, là, au niveau de la réduction des coûts des intermédiaires, je vais prendre deux cas de figure pour expliquer. Le premier cas de figure, c'est par exemple sur l'application monétaire. C'est-à-dire, si on prend juste l'application monétaire, imaginez monsieur Mamadou qui est d'un pays africain et il veut envoyer de l'argent à un de ses frères qui est d'un autre pays africain, mais ils sont dans des zones différentes. Donc, imaginons que l'un est dans la zone CEMAC et l'autre est dans la zone UMIOA, par exemple. Ils se rendent compte que si il veut passer par sa banque pour envoyer de l'argent à son ami qui est, par exemple, dans la zone CEMAC, pendant que lui, il est dans la zone UMOA, il faut que c'est sa banque, en fait, qui va envoyer de l'argent à la banque de son ami dans la zone CEMAC. En fait, c'est pas lui.
parce qu'il passe par un intermédiaire. Cet intermédiaire étant un tiers de confiance. Ce tiers de confiance lui permet de faire une action dans un système bien précis. Maintenant, la banque en elle-même va aussi passer par un autre tiers de confiance qui est la banque de l'autre personne qui veut recevoir l'argent. Et ça va faire en sorte que dans ce système, puisqu'il y a des intermédiaires, il faut les rémunérer. Et chaque intermédiaire dans le système bancaire ne fait pas ça juste pour nos beaux yeux. C'est parce qu'il y a une rémunération. Donc, plus il y a d'intermédiaires, plus il y a de frais à payer, plus il y a d'argent à sortir en surplus de l'argent que vous souhaiteriez, par exemple, envoyer directement. Or, si vous passez par un système qui vous permet non seulement d'avoir la même mise sur votre argent, donc imaginons que le même monsieur ne passe pas par la banque, mais passe plutôt par la blockchain. Et dans la blockchain, il prend le système des crypto-monnaies, dans la technologie des crypto-monnaies, et il va envoyer son argent en utilisant une crypto-monnaie de son choix. Par exemple, un stablecoin, c'est-à-dire une monnaie qui n'est pas volatile, qui est qui tourne autour d'un coût de $1. Il va envoyer ça directement dans le portefeuille de son ami où qu'il soit, même s'il est dans la zone CEMAC ou dans une autre zone d'Afrique, et ce, avec des frais quasi nuls. Un exemple, je vais prendre un exemple, si tu me le permets, Alain. Je sais pas, il y avait une fois, on discutait en fait des échanges et on se rend compte que pour un montant de près de 1 million de francs CFA en stablecoin, 1 million de francs CFA, une personne paye moins de $1 en frais, donc moins de en frais en fait. Or, si on se place sur la banque ou alors sur les tiers de confiance comme MoneyGram, Western Union et tout le reste, c'est entre 5 et 15% selon la zone où tu envoies de l'argent que tu vas payer comme frais. Donc, en passant par la blockchain, non seulement on paye quasiment des frais nuls, ça c'est le premier point, et en plus, on n'a pas d'intermédiaire. Donc, il n'y a pas d'intermédiaire. Donc, ce fait de ne pas avoir d'intermédiaire, ça fait en sorte que la personne n'est plus obligée, d'avoir une temporalité d'envoi, parce que si tu vas parler tu vas parler à la banque à minuit, à million d'or. C'est-à-dire qu'un million te dit que tu attends demain matin. Monsieur, c'est ton argent, mais tu attends demain matin si tu veux faire l'envoi. Maintenant, monsieur, quand tu arrives à la banque, on te demande pourquoi, pour qui, des explications. On veut savoir, on veut tracer. Après, on te dit, tu attends 3 jours ouvrables si c'est un virement. Donc, on te dit, c'est ton argent, on ne refuse pas. Mais tu attends 3 jours ouvrables. Donc, pour que l'argent arrive dans le compte de l'autre personne. Et quand ça va arriver dans le compte de l'autre personne, il faut que tu payes des frais et ainsi de suite. Donc, je ne sais pas si tu vois un peu la complexité qu'il y a derrière seulement au niveau monétaire quand il y a des intermédiaires. Or, dans ce cas d'exemple que je viens de donner, si quelqu'un était juste passé par la blockchain, non seulement de manière quasi instantanée, il a fait son paiement ou alors son envoi, il n'a pas eu à passer par des intermédiaires, il n'a pas eu à payer d'énormes frais et en fait, ou quasiment pas de frais. Donc, c'est du tout bénéfice pour lui, pour la personne qui reçoit. Et ça, c'est juste à l'échelle microéconomique. Imagine ça à l'échelle macroéconomique. Donc, ça, c'était pour le premier exemple que je voulais donner. Donc, application monétaire, voilà ce que ça pourrait donner si on n'avait pas d'intermédiaire directement. Ensuite, la deuxième application, ce serait revenir sur un autre de tes exemples, la traçabilité. Donc, essayer de faire une traçabilité dans mon deuxième exemple sans intermédiaire. Si on veut envoyer aujourd'hui un colis, je dirais, de la Chine vers l'Afrique, tu es d'accord avec moi qu'il y a minimum 3 intermédiaires ou 4 intermédiaires par lesquels on va passer. D'où le problème, voilà, d'où le problème de chaînes d'approvisionnement. Et ces chaînes d'approvisionnement dans lesquelles il y a des chaînes de distribution, fait en sorte que les prix ne sont pas définis par les personnes. C'est-à-dire que c'est le système
tant qu'il est, comme il est, et comme il est lié à des personnes dont nous, l'envoyeur, nous les envoyeurs, nous ne maîtrisons pas en fait les rouages. Souvent, on a des problèmes de perte de colis. Je ne sais pas si tu as déjà essayé de faire un envoi ou alors faire un achat à l'étranger d'un pays asiatique. Souvent, problème de perte de colis. Souvent, on te dit, c'est en train d'arriver. Ou on te dit, c'est arrivé. Mais 3 jours plus tard, tu ne sais pas si c'est arrivé. Tu ne sais pas ce qui se passe. Bref, il y a ce problème-là. Et aussi, en plus, il y a les frais. Parce qu'il y a un intermédiaire qui fait la charge pour toi en Asie. Il y a un intermédiaire qui met ça dans le bateau. Il y a un autre intermédiaire qui va faire le transit d'un port à un autre. Un autre intermédiaire qui va réceptionner le colis peut-être au port. Un autre intermédiaire qui prend ça au port pour donner à la personne ce qui tu as commandé et ainsi de suite. Or, ce problème de chaîne d'approvisionnement peut être réglé avec un système qui va nous permettre de tracer automatiquement le colis, savoir que, OK, j'ai payé mon colis chez telle personne, c'est à tel niveau, c'est en train d'aller ici comme ça. Et ce système-là, en fait, je paye tant parce que, et voici comment je peux réduire ça. D'où ce problème de chaîne d'approvisionnement avec trop d'intermédiaires qu'on a aujourd'hui qui peut être complètement comme elle veut dire, pas changer. Parce que comme je l'ai dit, aujourd'hui, il y a des moyens de voir, de voir la route de nos colis, mais pas avoir une traçabilité réelle, en fait. Mais si on passe par des projets crypto comme on a VeChain, on a, VeChain, on a Morpheus Network, qui permettent d'utiliser le système ou les systèmes de proof qu'ils utilisent dans leur projet, font en sorte que non seulement on a quasiment plus d'intermédiaires, c'est-à-dire qu'on passe à un, un maximum, si je me rappelle bien. On n'a plus le problème de chaîne d'intermédiaires et les frais sont drastiquement réduits parce que le réseau est complètement décentralisé. Il est plus ouvert à tout le monde. Donc, pour le problème des intermédiaires, c'est un problème qui peut être purement réglé si on l'utilise, si on le confronte de manière saine et de manière, comme elle veut dire, structurée en fait, en utilisant les différents moyens qu'on a dans la blockchain. Et ces différents moyens, ça dépend vraiment de ce qu'on fait et de ce qu'on veut. Un commerçant n'aura pas les mêmes problèmes d'intermédiaire que peut-être toi et moi, par exemple, on n'aura pas les mêmes problèmes d'intermédiaire qu'un commerçant. Le commerçant n'aura pas les mêmes problèmes d'intermédiaire qu'une autre personne. Mais à tous les niveaux, les intermédiaires peuvent être coupés, réduits ou même parfois supprimés si on utilise l'une des technologies qu'on a dans la blockchain. Donc, Effectivement. Et je voudrais ajouter, parce que là, je suis sûr qu'il y a des internautes qui se demandent que mais, si on enlève les intermédiaires, ça veut dire qu'il y a des gens qui vont aller au chômage, qui vont chômer et tout, ça va tuer des emplois, etc. Oui, 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 c'est vrai. Pour ceux qui se posent cette question-là, c'est vrai qu'il y a des emplois qui vont disparaître à travers la blockchain, mais il y a d'autres emplois qui vont se créer à travers la blockchain. Mais suivez-nous, abonnez-vous et vous comprendrez un peu mieux tout l'écosystème qui est en train de se développer. Et vous ne voulez pas justement rater cet écosystème parce que, croyez-moi, ce n'est qu'une question de temps. La blockchain s'implante dans nos vies comme Internet. Et pour toutes les personnes qui ne vont pas être prêtes à cette transition-là, dites-vous bien que vous allez être les dinosaures du temps qui arrive. Pour ne pas être les les dinosaures. dinosaures. Oui. Parce que les dinosaures, ils sont morts parce qu'ils n'ont pas pu s'adapter à l'évolution. Ok. Et c'est justement ce qui est arrivé. Donc, les gars, Mhm. je vais compléter également ce que Karine disait parce que il faut prendre conscience d'une chose. C'est que l'intermédiaire représente une grosse barrière parce que l'intermédiaire, c'est lui qui contrôle ce qui se fait comme transaction. Sans lui, tu ne peux rien faire. Donc, tu es dépendant de lui. Mais lorsqu'on enlève un intermédiaire pour permettre à ce que la transaction puisse se faire sans intermédiaire grâce à une blockchain, ça veut dire que là, tous les problèmes qui étaient liés à l'intermédiaire disparaissent directement. Maintenant, il y a des gens qui te posent la question de savoir, mais c'est quoi le bien fondé de cette blockchain-là? Il faut comprendre que la blockchain n'a pas toujours existé. La blockchain a apparu en 2010, en 2009 à travers la crise des subprimes. La crise des subprimes a montré la différence du système financier. Et j'aimerais que vous compreniez une chose hyper importante. C'est que Internet, à la base, c'est une technologie qui fonctionne par copie d'éléments.
On développera cette thématique dans un autre space plus tard. Mais il faut comprendre que la limite d'Internet, c'est que sur Internet, on peut s'échanger des informations, mais pas la valeur. Ça veut dire que si je vous envoie un message tout de suite, le message que je vous envoie va se dupliquer. Il va apparaître aussi bien chez moi que chez vous. Ça, c'est pour un message ou une photo ou un texte, peu importe. Mais imaginons un peu que je vous envoie de l'argent. Est-ce que vous voulez que je détienne toujours les 10 000 que je vous ai envoyés? Si je vous envoie 10 000 sur Internet de façon classique, de la façon dont Internet fonctionne, ce qui va se passer, c'est que les 10 000 vont se transformer en 20 000. Si j'envoie les 10 000, les mêmes 10 000 à 100 personnes, les 10 000 vont se multiplier par 100. Si on envoie ça sur Internet de façon classique, comme si on envoyait un message. Voilà pourquoi on ne peut pas envoyer de la valeur sur Internet. La limite d'Internet, c'est le transfert de valeur. On peut envoyer des informations, mais lorsqu'on veut envoyer de la valeur, ce n'est pas possible. Et c'est justement à cause de ça que l'on est obligé de passer par des intermédiaires pour s'échanger de la valeur sur Internet et à distance. Donc, comprenez bien que la blockchain vient résoudre un problème que l'on n'avait pas pu résoudre d'une autre manière précédemment, auparavant. Sur Internet aujourd'hui, pour s'échanger de la valeur, par exemple par PayPal, pour envoyer de l'argent à quelqu'un par PayPal, il faut passer par l'intermédiaire PayPal. Voilà. Aujourd'hui, PayPal, dans ta tête, tu ne réfléchis même pas. Tu sais que bon, pour envoyer de l'argent sur Internet, tu passes par PayPal. Mais tu passes par PayPal parce qu'il n'y a pas d'autre moyen, en fait. C'est parce que le seul moyen d'envoyer de l'argent sur Internet, c'est de passer par un intermédiaire. Est-ce que vous captez un peu? Donc, c'est une réelle révolution que la blockchain vient apporter. Parce que la blockchain vient faire en sorte qu'on puisse échanger de la valeur sur Internet sans que cette valeur ne se duplique. C'est hyper important à comprendre. Et vu qu'il n'y a pas Et, d'intermédiaire, oui, oui, et je voulais dire que et sans que cette valeur ne soit permise à certains et pas à d'autres, sans que cet échange de valeur soit bloqué chez certains et ouvert chez d'autres, comme c'est le cas chez PayPal. Donc, c'est ça que je voulais. exactement, exactement, Oui. exactement. Ça veut dire que la blockchain ne regarde pas votre couleur de peau, ne regarde pas votre classe Mhm. sociale, ne regarde pas votre rang. La blockchain, c'est s'ouvre à tout le monde. Et c'est justement ce qui nous mène vers le point suivant au niveau de euh, la promotion et de l'inclusion financière. Aujourd'hui, on est tous d'accord. On est tous d'accord qu'avoir un compte en banque, c'est compliqué en Afrique. Karine, est-ce que tu as un compte bancaire? J'en ai, j'en ai deux. Bon, j'en ai même plus, mais je les utilise pas tellement, c'est compliqué. C'est compliqué. Sérieux, déjà au niveau de la création, c'est pas ouvert à tout le monde, c'est compliqué. Maintenant, au niveau Oui. même de l'utilisation, c'est pas, moi, je trouve pas ça toujours aussi ouvert à tout le monde. Et comme je te disais, le problème de temps, comment il veut dire, de situation géographique et tout. Et il y a un truc qui m'énerve, les agios. Sérieux. En fait, la banque coupe tellement de frais parfois. Moi, je reste souvent comme ça. Je demande à mon gestionnaire de compte, c'est quoi? Et lui, il me dit, c'est comme ça. C'est comme ça. Il est même pas capable de t'expliquer pourquoi ils sont en train de te couper l'argent tout le temps. Mais il te coupe. Tu fais une transaction là-bas, on a rien coupé. Tu fais ça, on a rien coupé. Même quand tu n'utilises pas ton compte, on te dit que tu dois de l'argent à la banque parce qu'on va te couper l'argent de l'agio et ainsi de suite. Non, mais c'est frustrant en fait. Limite, limite, je me dis que c'est quoi? C'est frustrant. Vraiment frustrant. Effectivement. Et le pire, c'est que lorsque vous voulez, par exemple, aller en banque, ça c'est un point qu'on n'a pas développé plus haut, mais vous allez faire la queue. Karine disait précédemment que la banque a des heures, à minuit, tu peux pas faire des transactions bancaires. Par exemple, tu peux pas Oui, envoyer de l'argent à quelqu'un à minuit. Mais c'est oui. encore pire. Sur Internet, prenez un exemple vraiment que vous avez peut-être vécu. Vous avez un parent qui est à l'étranger. Il est hyper malade. Il faut lui envoyer de l'argent en urgence. Vous êtes un week-end. Lorsque vous avez la chance, parce que le week-end, la banque fait le service minimum et il ferme à 12 heures, vous arrivez à la banque à 7 heures. Il y a déjà la queue. Il y a la queue. Et lorsque vous arrivez au comptoir, la personne qui vous sert vous parle mal. Elle commence à vous dire, oh non, il faut vite signer. Lorsque vous dites la somme que vous voulez envoyer, on vous dit, oh non, aujourd'hui, il n'y a plus assez, il faut repasser demain et le plafond, Où il n'y a il pas est le à 1 réseau. million. Il n'y a Ou il n'y pas a le pas le réseau. réseau. Ou bien on vous dit que le plafond est à 1 million. Vous devez envoyer, Oui, par exemple, vous devez envoyer, par exemple, 5 millions en urgence pour soigner quelqu'un. On vous dit que le plafond, c'est 1 million.
Si vous voulez envoyer 5 millions, vous devez envoyer ça sur 5 jours, sachant que vous êtes un week-end. Donc, vous allez devoir envoyer 1 million aujourd'hui et ensuite le reste, lundi, mardi, mercredi, jeudi. La personne a le temps de mourir. Est-ce que vous vous rendez compte? Et c'est les réalités de notre système. C'est les réalités de notre système bancaire, malheureusement. Et c'est justement ça que vient résoudre la blockchain. C'est ça. Vu qu'il n'y a pas d'intermédiaire, ce problème-là, ça n'existe plus. Imaginez un peu la valeur ajoutée que ça représente, que ça représenterait pour vous. Maintenant, quand on parle de l'inclusion financière, un continent ne peut pas se développer sans que les transactions financières puissent se faire de façon fluide. C'est pas possible. En Afrique, lorsque tu veux envoyer de l'argent à quelqu'un, c'est tout un casse-tête. Parce que non seulement il faut avoir un compte bancaire si c'est un pays lointain, mais nos réseaux sont limités. Par exemple, Airtel, au Gabon, on utilise Airtel, on utilise Move Money. Mais Move Money et Airtel, on peut s'envoyer facilement de l'argent au sein de l'Afrique centrale seulement. Tu ne peux pas envoyer de l'argent à quelqu'un au Sénégal, au Niger, Afrique de au Burkina. l'Ouest. Tu ne peux pas. Tu es Mhm. limité. C'est un gros problème. Et là, c'est encore bien. Mais dites-vous bien que ces comptes-là sont également limités en termes de plafond. Dites-vous bien qu'on vous bloque le compte parce que vous avez envoyé plus de 750 000 par jour. Seulement 750 000. On vous bloque le Oui. compte parce que c'est le plafond journalier. Ceux qui sont au village, ils font comment pour avoir accès aux comptes bancaires qui permettent au moins d'avoir un plafond un peu plus élevé? Les banques ne vont pas dans les villages parce que pour eux, ils estiment que ce n'est pas rentable. Donc, il y a une certaine il y a une certaine partie de la population qui est exclue du système. Voilà pourquoi en Afrique, je peux dire qu'il y a encore plus de 60% des transactions qui se font en cash et très peu de transactions qui se Plus, font par virement bancaire. Oui, plus, peut-être je plus. dirais même plus. Voilà, Plus. voilà, voilà. Sachant qu'on est Plus. à l'ère d'Internet, sachant qu'on est à l'ère d'Internet, je vous prends un autre exemple. Vous êtes un entrepreneur. Vous avez par exemple un gros marché que vous pouvez saisir comme ça. Et dans votre carte Visa, par exemple, pour votre compte bancaire, vous avez 10 millions. Ce que vous devez acheter, par exemple, c'est à hauteur de 7 millions. Pardon, un million d'euros, parce que là, c'est vraiment beaucoup d'un million d'euros. Est-ce que vous pensez qu'une banque africaine va vous permettre de faire bouger 7 millions d'euros comme ça pour saisir une opportunité business? C'est pas évident. C'est pas évident. Vous allez devoir fournir des justificatifs et leur capacité à eux, ils vont vous dire qu'ils n'ont pas assez de liquidités. Mais si vous partez en Chine, si vous partez aux États-Unis, ce sont des montants comme ça, ce qui fait qu'ils sont hyper compétitifs en termes de business. Comment est-ce qu'on va faire pour développer un continent si on est limité déjà rien qu'à ce niveau-là? L'inclusion financière garantit avec la crypto-monnaie que toute personne qui possède un smartphone peut avoir un compte dans lequel il peut recevoir et envoyer de l'argent sans avoir besoin de mettre son identité, etc. Parce que déjà, à la base, notre système, il est pourri. Ça veut dire que à la base, on n'a pas d'acte de naissance. Il y a près de, il y a près de un jeune sur trois en Afrique qui n'a pas d'acte de naissance. Comment est-ce qu'il fait un compte bancaire? Comment est-ce qu'il fait pour ouvrir un compte bancaire? C'est pas possible. Du coup, déjà, à la base, c'est déjà biaisé. Donc, si on veut encore que les jeunes, déjà que la situation de l'Afrique est compliquée, on veut encore que, malgré notre situation compliquée, on se conforme aux normes pour avoir accès au paiement en ligne, ça ne peut pas passer. Alors que la crypto, la blockchain nous permet de passer outre toutes ces contraintes-là pour directement aller dans le palpable, dans le concret et nous permettre de changer de l'argent. Au niveau de l'inclusion financière, voici la valeur ajoutée de la blockchain. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Karim? Non, non, en fait, je vais juste te dire, tu as tellement bien dit que je rajouterai juste un autre point sur lequel la crypto vient nous aider au niveau des problèmes de liquidité des pièces. Il y a Ah, des oui. gens, Ah ouais. on minimise ça, mais moi, je discutais encore avant, tu avais un client, un commerçant qui me disait, mais c'est pas possible le nombre de personnes à qui je dois dire non pour un produit parce que je n'ai pas les pièces pour échanger avec lui. Je n'ai pas les pièces parce que il va venir me donner peut-être 500. Il veut un produit de 200. C'est pas possible que j'échange. J'ai 10 000. Lui, il a 10 000. Il me donne 1000 francs. Il faut que je change. Or, avec la crypto, comme tu dis, on n'a plus ce problème de est-ce que je peux vendre ou je ne peux pas vendre. Tu veux quel montant? Voici mon portefeuille. Tu m'envoies ça. Parce que dans les cryptos, ce n'est pas limité. Le côté fractionné des cryptos, c'est vraiment un truc. Moi, le jour que j'ai su que c'était même fractionnable, j'ai dit, mais Satoshi, soit béni. Soit, Ah oui. mais en fait, on n'a plus de problème, on n'a plus de barrière.
C'est pour ça qu'aujourd'hui, comme tu le dis, l'inclusion financière, c'est tellement ouvert à tout le monde avec les cryptos que c'est juste une question de prendre ton téléphone, avoir un portefeuille. Et portefeuille, comme tu l'as encore dit, on ne va pas te dire ta carte d'identité, viens, on fait les vérifications d'identité, on va regarder si ça, si. Non, c'est vraiment si tu as de l'argent, oui, si tu as de l'argent, bien, tu mets ton argent, tu commences à faire tes échanges avec n'importe qui dans le monde. C'est-à-dire que je suis en ville, ma grand-mère est au village. Elle n'a pas de compte bancaire, elle n'a pas de mobile money, mais elle a son compte crypto. Je lui envoie l'argent que je veux lui envoyer. Elle reçoit son argent. Elle va à la boutique. Elle dit au commerçant que je veux ceci, ceci, ceci. OK, on veut payer. Elle paye, pap, automatiquement avec son téléphone. C'est fini. Donc, l'inclusion financière, comme tu as dit, c'est vraiment, je pense que l'un des points centraux, oui, que nous a apporté la technologie blockchain et spécifiquement les cryptos à l'heure actuelle. Et c'est vraiment un truc important que les Africains devraient regarder. Vraiment, Effectivement. regarder. Effectivement, Effectivement. Et Et, plus de et, et problèmes de... Et vas-y. comme je disais, oui, je voulais dire, plus de problème de... Oh, je suis là-bas avec telle monnaie, toi tu es ici avec telle monnaie. Bon, il faut qu'on commence à regarder le taux de change et puis on va voir. Non, 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 non. Avec ça déjà, on peut s'arrimer et gérer le problème déjà de dévaluation, gérer le problème d'échange monétaire entre les différents parties de l'Afrique australe, centrale, ouest, bref, tout ça là, machin. Et les échanges seront plus fluides. Comme tu dis, d'où augmentation de notre pouvoir économique, rapidité d'exécution dans les échanges économiques, et ainsi de suite au niveau macro. Ce serait juste énorme. Un coup de pouce énorme. Sérieux. Effectivement. Et il y a encore deux points qu'on n'a pas développé, c'est par rapport à ce que tu disais, par rapport à la fractionnabilité de la crypto-monnaie. Ben, beaucoup de Oui. personnes aujourd'hui pensent encore que, il faut forcément être riche pour acheter un bitcoin parce qu'un bitcoin, ça coûte 30 000 dollars. Non, les gars. Un bitcoin est divisible en 100 millions de satoshi. Et le satoshi, c'est l'unité, c'est la plus petite unité de bitcoin. Si je prends l'exemple avec le dollar, il y a le centime, hein, c'est le centime avec le Oui, dollar. oui, oui, les centimes, les cents. Voilà, voilà les cents. Donc, du Oui. coup, il y a des petites unités en fait de monnaie. Et il faut comprendre que le Bitcoin a également de petites unités. Donc, vous pouvez acheter 100 Satoshi, 2000 Satoshi, 3000, 4000, 100 000 Satoshi. Ça vaut 0,0001 Bitcoin, 0,2 Bitcoin, etc. Donc, vous pouvez acheter des fractions. Avec 5000, vous pouvez acheter du Bitcoin. Ne pensez pas aujourd'hui que pour acheter du Bitcoin, il faut forcément avoir 30 000 euros ou 30 000 dollars. Non, vous pouvez acheter du Bitcoin à partir de la somme que vous avez. OK? Et comme disait Karine, ça vous permet d'être flexible. Il n'y a plus de problème de pièces ou autre parce que c'est numérique et vous envoyez simplement la somme que vous devez envoyer pour faire l'échange. Ça, c'est dans un premier temps. Dans un second temps, par rapport à ce que Karine disait, c'est une monnaie mondiale. La crypto-monnaie est utilisée partout dans le monde, que ce soit aux États-Unis, en Chine, etc. Un bitcoin au Gabon égale un bitcoin en Chine, égale un bitcoin aux États-Unis, égale un bitcoin partout. Ce qui fait que, au niveau de la compétitivité, au niveau des taux de change, etc., il n'y a plus ce problème-là. Pourquoi pas plus tard, Bitcoin pourra être une monnaie mondiale. Et qui dit monnaie mondiale dit la possibilité pour tout le monde de s'échanger de la valeur sans avoir besoin qu'il y ait de problème de frais. Et là, Exact. l'inclusion financière, l'inclusion financière mondiale pourra réellement être existante et les Africains pourront jouer jeu égal avec le monde. Est-ce que vous voyez un peu jusqu'où ça va? Quand on dit crypto Afrique future, c'est parce que nous avons la vision qu'un jour, l'Afrique devienne un continent respecté. Respecté et que l'on passe à un autre niveau dans la tête des gens. Aujourd'hui, l'Africain est plus bas que terre. Aujourd'hui, l'Africain est en dernière position. Il faut que plus tard, quand on parle d'Afrique, on parle d'un continent aussi puissant que lorsqu'on parle des États-Unis ou de la Chine aujourd'hui. Et c'est possible. C'est justement possible grâce à ce genre de technologie. Voilà pourquoi les Africains, vous devez vous y intéresser. Vous ne pouvez pas dire que non, c'est compliqué, c'est pas compliqué. Quand vous voyez tout ce qu'il y a comme valeur ajoutée, quand vous voyez tout ce que l'on subit comme malversation, comme racisme, ça ne peut pas être compliqué pour vous. On n'a pas le droit de dire que c'est compliqué. On a juste le droit et le devoir, on a le devoir
de s'y intéresser, le devoir de comprendre et le devoir de développer des solutions et de créer des choses pour pouvoir atteindre l'objectif que nous devons atteindre, être un continent respecté. Vous ne voulez pas que plus tard, vos enfants, quand ils partent en Chine ou bien en France, on continue de les traiter comme si c'était des animaux. Pour ça, ce n'est pas en écrivant sur Internet tous les jours, oh racisme, oh life matter. Black Lives Matter. C'est de la comédie. Il faut faire du concret. Il faut agir. Pour agir, c'est en faisant tout ça. Ce n'est pas en parlant, mais c'est en agissant. Et chaque Antillais disait que les Africains doivent s'armer de science. Si vous suivez beaucoup mes contenus, vous savez, j'aime beaucoup cette phrase, les Africains doivent s'armer de science. Quand il disait ça, Cheikh Anta Diop, il avait une vision vraiment dingue. Et il faut que nous aussi, on commence à comprendre tout ça. Donc, j'espère que vous avez pu capter la pertinence de la blockchain au niveau des avantages. Maintenant, oui, effectivement, il y a beaucoup d'avantages à implémenter la blockchain en Afrique, mais c'est un peu compliqué parce qu'on est confronté à des défis. Voilà pourquoi, dans ce point suivant, nous allons parler des défis et des obstacles à la décentralisation en Afrique. Dans un premier temps, Ouais. voilà, dans un premier temps, nous allons parler des questions de réglementation et de légalité. Alors, comme je disais précédemment, en Afrique, le contexte il est vraiment poussé et tourné vers la crypto-monnaie. Donc, je ne peux pas vous parler on peut pas vous parler ici de légalité par rapport à d'autres use cases de la blockchain parce que c'est pas encore très connu. On va essayer de développer un peu ça pour que vous puissiez comprendre par contre que au niveau de la reconversion professionnelle, vous avez beaucoup d'opportunités au niveau de la juridiction. Ça veut dire que si par exemple vous êtes déjà dans le droit, vous pouvez vous reconvertir en faisant du droit blockchain. Et on va expliquer un peu ça tout à l'heure. Donc, au niveau des questions de réglementation, je vais simplement prendre le cas d'ici au Gabon. Ici au Gabon, j'ai voulu créer l'entreprise, dans un premier temps, un traitement futur, euh, comment dire, comme étant une plateforme de formation, une entreprise de formation, de conseil. Mais rien que parce que ici au Gabon, il y a ce qu'on appelle l'ANPI. L'ANPI, c'est l'Agence nationale de promotion des investissements. Et donc, lorsqu'ils ont vu crypto dans le nom de l'entreprise, crypto, ils se sont bloqués là. Ils se sont bloqués là. Ça veut dire que tout ce que Arnaqueur. j'ai dit, tu vois, tout ce que j'ai dit après là, que je veux former les gens, etc. Bon, dans leur tête, quand ils entendent crypto, ils entendent l'IEPIMAL, le TrompPay, etc. Ils ne Oui. voient que ça. Ça veut dire que lorsque tu es une entreprise en Afrique et que tu veux créer un cadre réglementaire autour d'une activité que tu fais dans la blockchain, non seulement on va associer ce que tu fais seulement à la crypto, mais on va te contrôler comme si tu faisais de la promotion d'investissement. Et ça, c'est un gros problème. Au niveau de la juridiction en Afrique, on est plus porté vers une réglementation de l'investissement. Voilà, comme ton micro faisait un peu de bruit. Donc, je disais qu'au niveau de la réglementation en Afrique, on est plus porté dans le domaine de l'investissement. Ça veut dire que lorsque en Afrique, on a la COJIMAF, par exemple, qui gère ça, et la BEAC, qui sont chargés de sécuriser, de réguler les marchés financiers africains. Donc, ici, quand on parle de réglementation, on va parler des marchés financiers. La crypto-monnaie, comme on le sait, c'est quelque chose qui permet de gagner de l'argent. Et je sais que depuis qu'on parle là, il y a beaucoup d'entre vous qui est en train de vous demander, mais depuis là, ils ne disent pas comment devenir riche. Aïe, aïe, aïe. Il faut que vous compreniez une chose, hein. La crypto-monnaie n'a pas été conçue pour faire de l'argent, mais pour être de l'argent. La crypto-monnaie, c'est de l'argent. Ce n'est pas fait pour investir et gagner des rendements. Donc, lorsque vous voyez 30 000, vous investissez 30 000, vous gagnez 300 000, c'est de l'arnaque dans un premier temps. Dans un second temps, il faut que vous compreniez que la raison pour laquelle la crypto-monnaie prend de la valeur est explicable. C'est simplement une question d'offre et de demande. Ça veut dire que aujourd'hui, dans votre quartier, il y a un boutiquier. Il est seul. Il est seul, hein. Au départ, il y avait d'autres boutiquiers, donc le pain, c'était 125. Mais là, il n'y a plus de boutiquier, il est seul. Et le prochain boutiquier, c'est à 3000 km de là où vous êtes dans votre village. Le boutiquier en question, là, quand il amène le pain, il fait ça au prix qu'il veut. Il fait ça au prix qu'il veut. Et plus il y a de gens qui voudront du pain, plus il pourra augmenter son prix. L'offre et la demande. Lorsque l'offre est limitée et que la demande est élevée, les prix explosent. Et justement, avec le cas de Bitcoin, au départ, il n'y avait personne qui voulait acheter du Bitcoin.
Bien évidemment, Satoshi Nakamoto a trouvé un moyen pour que le Bitcoin soit rare. Il a créé 21 millions de Bitcoins. 21 millions de Bitcoins. Donc, il n'y a que 21 millions de Bitcoins qui seront créés. Actuellement, il y en a 20 millions, je pense. 20 ou 19 millions. Il n'y aura pas plus. Contrairement au système financier actuel. Vous savez très bien que pour créer de l'argent, il suffit simplement que quelqu'un contracte un prêt et puis on crée de l'argent à foison, ce qui crée l'inflation. L'inflation qui fait en sorte que le pouvoir d'achat diminue. Voilà pourquoi vous voyez que hier, la boîte sardine était à 500, demain c'est 1000 francs, après demain c'est 1500. Les prix augmentent. Aujourd'hui, avoir 10 000 francs, c'est plus comme dans les années 2000 au début. Aujourd'hui, avoir 10 000 francs, c'est rien. Ça finit en deux cas. Si tu rentres dans le magasin, tu achètes très peu de choses. À cause de quoi? Parce que l'argent, on imprime ça comme on veut. Le système, il est contrôlé, centralisé. Alors que la crypto-monnaie, c'est déjà un processus, un protocole informatique. Nous ne faisons pas confiance à des êtres humains qui sont remplis d'avidité, de cupidité. Nous faisons confiance à un code informatique qui est programmé à exécuter une tâche précise. On ne peut pas corrompre un code informatique. Un code informatique n'a pas d'émotion, n'est pas animé par la jalousie, par l'envie de tromper, etc., ou bien de dominer. Le code informatique, il a été programmé et il fait ce pourquoi il a été programmé. Et le code Bitcoin a été programmé pour qu'il n'y ait que 21 millions de Bitcoin. Il n'y en aura pas plus. Donc, par rapport à ça, ça fait en sorte que lorsqu'on parle justement de cette réglementation-là en Afrique, on est d'accord que le prix du Bitcoin, il augmente simplement parce que plus le temps passe, plus il y a des gens qui veulent acheter de Bitcoin. Et donc, plus le Bitcoin prend de la valeur. Parce que non seulement il y a une offre limitée, il n'y a que 21 millions, et il y a de plus en plus de personnes qui veulent en acheter. Voilà pourquoi le Bitcoin prend autant de valeur. Ça ne veut pas dire que le Bitcoin prendra de la valeur jusqu'à la fin des temps. Ce n'est qu'une période transitoire de l'adoption du Bitcoin. Parce que plus le temps va passer, plus il y aura de liquidité dans le Bitcoin. La liquidité, c'est-à-dire le nombre de personnes qui auront acheté du Bitcoin, va faire grandir la quantité d'argent, la valorisation du Bitcoin, elle va augmenter. Et plus elle sera grande, moins le Bitcoin va fluctuer. Et c'est justement ça. Aujourd'hui, si le dollar ne fluctue pas beaucoup, c'est parce que non seulement il y a une réglementation, et aussi parce que la taille du marché du dollar est énorme. C'est plus de 200 000 milliards de dollars qui sont sur le marché. 200 000 milliards. Je ne sais pas si vous réalisez la somme. Alors que le Bitcoin ne représente que 1000 milliards de dollars. Non, pas 1000 milliards. 1000 milliards, c'est la capitalisation de tout le marché. Le Bitcoin, c'est quasiment 500 millions. Hein, 500 millions de dollars. Vous voyez que c'est très faible. Voilà pourquoi ça fluctue. Mais plus le temps passe, moins le Bitcoin va fluctuer. Et là, vous comprendrez que le Bitcoin, c'est une monnaie. Aujourd'hui, on est au tout début de l'adoption. Voilà pourquoi vous avez encore l'opportunité de vous faire de l'argent. Non pas en allant mettre votre argent dans une plateforme d'investissement, mais en achetant du Bitcoin, en comprenant pourquoi le Bitcoin est une valeur ajoutée, dans un premier temps, et en étant patient, parce que cette transition-là ne va pas se faire du jour au lendemain. Voyons un Bitcoin qui va arrêter de fluctuer peut-être dans 30, 40, 50, 100 ans peut-être. Et c'est justement cette période transitoire-là qu'il faut pour que le Bitcoin devienne une monnaie stable. Et donc, le Bitcoin n'est pas un investissement. Il faut que les pouvoirs, que ceux qui font les réglementations comprennent ça. Parce que je me suis rendu compte en allant à la COJIMAF que les informations qu'ils ont ne sont limitées qu'au cadre des entreprises qui utilisent la crypto-monnaie comme moyen de paiement. Si vous partez dans une banque et que la banque vous propose un rendement annuel de 2%, ce qui est le cas pour plusieurs banques, vous n'allez pas dire que la banque est une arnaque. Vous n'allez pas dire que le dollar est une arnaque. Vous n'allez pas dire que le dollar ou le franc CFA est une arnaque si, par exemple, la banque fait faillite. Si la banque fait faillite, c'est la banque le fautif. Les entreprises de crypto-monnaie qui proposent ça comme investissement, quand elles font faillite, le problème, ce n'est pas la crypto, ce sont les entreprises, les mauvais promoteurs et les arnaqueurs. La crypto-monnaie est juste un outil. C'est quelqu'un qui utilise l'outil pour tuer quelqu'un ou bien pour donner de la force à quelqu'un. Il faut vraiment que vous compreniez ça et que les pouvoirs publics comprennent ça également pour pouvoir mettre des réglementations beaucoup plus justes par rapport à la réalité du marché crypto. Karine, est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport à ça? Non, 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 non. En fait, tu as bien résumé le cadre, en fait. Tu as résumé le cadre. Parce que, comme tu l'as dit, certaines personnes pensent que les cryptos montent parce que ça doit monter ou parce que c'est une arnaque ou parce que c'est un système Ponzi de MLM ou quoi. Non, tout part du cadre de la réglementation. C'est important.
Et tu l'as bien dit, plus la réglementation va arriver, parce elle va seulement arriver, plus les variations vont être moindres sur le marché crypto. Et cette variation, en fait, c'est même plus parce qu'il y a trop de personnes qui spéculent. Parce que eux, ils veulent faire de l'argent sans penser que, en fait, nous, on veut que les cryptos soient de l'argent. Et les cryptos, c'est de l'argent. Donc, il faut vraiment que dans la tête de certaines personnes, ou dans la majorité des novices, c'est que les cryptos sont une opportunité pour aider à démocratiser l'utilisation de l'argent dans le monde. Maintenant, pour arriver à ce but, parce que c'est le but final, avant d'arriver à ce but, il faut qu'on passe obligatoirement par une adoption. Et c'est cette adoption qui donne tous les ravages qu'on a actuellement d'arnaques, de problèmes sécuritaires au niveau des investissements et tout ce qu'on a actuellement. Mais si on arrive à faire comprendre à ceux qui décident ou alors à ceux qui nous dirigent, ceux qui prennent les décisions réglementaires, qu'il faut juste encadrer, comprendre et maîtriser ce que chacun fait ou va faire avec les cryptos qu'il ou qu'elle achète, ça va faire en sorte que la réglementation va être plus facile pour tout le monde. Je vais donner un exemple. On en connaît plein qui vont te dire que j'ai investi là-bas, on m'a dit que je vais avoir 5000% en une semaine et ainsi de suite parce que eux, ils voient seulement le côté enrichissement. Est-ce qu'on peut faire de l'argent dans les cryptos? Oui, c'est possible. Mais est-ce que ça doit être le but final? Non. Mais si tu veux faire de l'argent dans les cryptos, il faut que tu comprennes le processus qu'il y a derrière, que tu comprennes pourquoi tu entres, comment tu entres, et surtout, il faut comprendre le cycle de marché. Parce que les cryptos, c'est pas comme les cryptos, c'est un marché. Et comme tout marché financier, il y a des cycles. Comme tout marché financier, il y a des codes. Comme tout marché financier, il y a une suite logique d'événements qui aboutissent à un résultat qui est le prix du Bitcoin à chaque cycle de marché. Donc, la réglementation, oui, la réglementation, on va sûrement l'avoir, mais il faut qu'on travaille vraiment beaucoup au niveau du côté légal. Quand tu parles de ça au Gabon, au moins vous, on t'a même laissé parler de ça au Gabon. Ici, chez nous au Cameroun, dès que donc si tu prononces, c'est même mieux de prononcer blockchain. Parce qu'en disant au moins blockchain, quelqu'un va te dire, c'est même quoi? Je sais pas si tu vois un peu. Mais si tu dis directement crypto, merde, on te blacklist. Je veux dire, on te blacklist. Souvent, je fais l'expérience. Je marche souvent en route comme ça avec notre tricot crypto Afrique Future. Je marche en route, je tourne seulement comme ça. Je te jure, je marche comme ça pour rien. Et il y a beaucoup de personnes, ils ne lisent pas Afrique Future. Ce qu'ils voient, c'est crypto. Le truc, si. Je sais pas si tu vois un peu. Donc, c'est un thème qui est déjà tellement péjoratif dans notre environnement. Et il faut un gros travail de sensibilisation derrière. Parce que si on continue à se dire, oh, c'est dangereux, et qu'on ne va pas comprendre ce qui se passe, comme tu dis, on va rater la révolution de la blockchain, comme on a raté Internet, comme on a raté le téléphone, comme on a raté tout ce qu'il y a eu avant. On va toujours continuer de rater. Et on va être les derniers du monde et on va toujours être les ratés. Et tout simplement ça. Donc, c'est vraiment à nous de travailler. Exactement. Et c'est justement dans cet élan-là que nous allons justement passer au point suivant, au niveau des problèmes d'infrastructure et d'accès Internet. Alors, Karine, est-ce que tu as quelque chose à nous dire dessus? On dirait juste 7,8%. Hein. 7,8%, c'est un rapport de l'Association des télécoms en Afrique. Ils ont un nom là, j'ai oublié. Ils disaient qu'il y a à peu près 7,8% de la population africaine qui peut avoir accès, pas qui a, qui peut avoir accès de manière régulière à Internet. Et ça, déjà, c'est un gros problème. C'est un énorme problème parce que c'est un énorme frein. Un énorme frein. Parce que le téléphone, c'est le premier outil si on veut faire les transactions, surtout dans le monde numérique, dans le monde de la blockchain et tout. Mais si on n'a même pas déjà accès à Internet, comment est-ce qu'on va faire? Ça va être très compliqué. Ça va être hyper compliqué. Et là, c'est Internet. Il y a même d'autres personnes, c'est la manipulation de l'outil qui est même leur problème. Ils ont un téléphone, mais appeler, recevoir. Non, je te dis, c'est appeler, recevoir. Dès que tu veux un peu expliquer que non, le téléphone que tu as entre tes mains, ça peut être un outil. N'allons même pas pour dire gagner de l'argent, mais ça peut être un outil pour faciliter ta vie dans tel type de point d'activité.
La personne ne veut même pas, n'arrive même pas à comprendre. Donc, on a un premier problème au niveau de l'accès d'Internet. On a un deuxième problème au niveau de l'utilisation de l'outil. Et on a un troisième problème. Moi, je dis, je mets ça dans l'infrastructure mentale. C'est-à-dire, moi, la tête. Ce qu'on a, non, je pense même que le téléphone et Internet, même, ça passe même. C'est même pas trop, mais je veux dire, dans notre tête, le premier problème, c'est l'infrastructure mentale qu'on nous a téléchargée dans notre tête, là, depuis, je sais pas, 40 ou 50 ans. C'est un gros souci. C'est énorme. On n'arrive même pas à comprendre. On n'arrive même pas. C'est-à-dire que, comme toi et moi, on est en train d'échanger, et ceux qui nous écoutent, il y a d'autres personnes, comme tu dis, quand ils ont vu blockchain, ils se sont dit, OK, les gens, ils vont nous aider à gagner de l'argent. Donc, eux, en fait, tu vois un peu, c'est qu'on a ce côté tourné vers argent, ou alors gain rapide ou facile là que je ne comprends pas. Et ça, c'est un problème d'infrastructure mentale. Cette infrastructure mentale, il faut qu'on la déconstruise. Moi, je ne sais pas comment on va la déconstruire. Personnellement, je ne sais pas si toi, tu as des idées pour ça. Mais une fois qu'on aura réussi, si on y arrive, ou alors pour ceux qui auront réussi, le problème d'Internet, c'est un souci énorme. Il faut qu'on ait accès à Internet. Il faut que les gens puissent voir le monde. Parce qu'il y a même des gens qui ne comprennent même pas ce qu'on dit parce qu'ils n'arrivent même pas à imager, ils n'arrivent même pas à visualiser de quoi on parle. Pour eux, ce que nous on dit, c'est un truc qui va arriver dans 10 ou 20 ans. Or, quand tu leur dis que ça se fait déjà, c'est déjà réel. Je dis qu'il y a des gens, il y a des pays dans le monde, il y a des continents qui sont en train de se développer autour de ça, autour de la blockchain, autour des cryptos et tout. Eux, ils ne voient pas. Donc, si je me résume, 3 problèmes. Le problème infrastructure mentale, le problème d'accès à Internet, le problème d'utilisation du téléphone. Les gens ne maîtrisent même pas ce qu'ils ont en main. Ils utilisent ça pour se tuer plutôt que pour grandir. Et ça, c'est un souci qu'il faut qu'on règle absolument avant de pouvoir aller même. Je te pose une question. Allez, si quelqu'un ne sait même pas ce que ça veut dire identité numérique, toi, tu veux lui dire données. Tu veux dire qu'il faut qu'on parle de tes données. Lui, il n'intègre même pas. Il n'arrive même pas à intégrer. Donc, moi, je ne sais pas ce que tu penses sur ce point-là, mais je me dis c'est d'abord le problème mindset qu'on a. Et les deux autres qu'il faut qu'on règle, en fait. Qu'il faut qu'on règle. Bon. Tout à fait. Du coup, je pense que la majorité des personnes qui nous écoutent, ils ont Internet, donc peut-être qu'ils ne réalisent pas la portée. Mais dites-vous bien qu'il y a des endroits où il n'y a pas l'électricité. On commence même par l'électricité en Afrique. Et il y a des endroits où Internet, c'est un luxe. Internet, c'est encore un gros luxe en Afrique, hein. Dites-vous bien que chez les autres, Internet, c'est, comment dire, c'est une norme, en fait. Il ne peut pas manquer d'Internet. En fait, quand il n'y a pas Internet, on est choqué. Chez les autres, ils sont choqués quand il n'y a pas Internet. Ici, quand il y a Internet, on est content. On est choqué. On est choqué. On est d'abord choqué, après on est content. Non. Non, mais c'est grave. Et justement, vu que la blockchain est basée sur Internet, c'est un peu une limite, un obstacle à l'adoption en fait de la blockchain par la communauté. Parce que effectivement, récemment, et j'étais en train de discuter avec un client par rapport à l'implémentation de la blockchain dans une de ces structures. Il m'a posé la question de savoir, et s'il n'y a plus d'électricité, comment on fait? Effectivement, il y a des solutions qui sont en train de se développer, hein. Aujourd'hui, il y a la possibilité d'utiliser la blockchain par le réseau GSM, par le réseau par lequel vous envoyez des messages classiques, ou encore par Oui. satellite. Il y a cette possibilité-là, mais pour ça, il faut justement que des gens créent des solutions qui vont implémenter ces solutions. Mais ce sont les Occidentaux encore qui le font. Il faut que nous puissions également en Afrique créer des solutions comme ça qui vont passer outre ces problèmes-là, ces problématiques d'Internet et autres. Et donc, on doit y travailler. C'est un gros obstacle aujourd'hui à la décentralisation de l'Afrique. Donc, le point suivant va être au niveau de la préoccupation concernant la sécurité et la confidentialité des données. Tout à l'heure, Karim disait que les gens ne prennent même pas conscience lorsqu'on parle d'identité numérique. Et c'est totalement réel parce que, je vous prends un exemple, les internautes, s'il vous plaît. Imaginons un peu, un exemple simple, un exemple simple. Vous partez, par exemple, vous sortez de chez vous avec la clé de votre maison. Après, vous partez dans un magasin. Quand vous partez dans ce magasin-là, vous laissez la clé de votre maison. Vous faites le double des clés, vous laissez le double des clés de votre maison dans ce magasin-là. Vous partez dans un autre magasin, vous laissez encore le double des clés. Ça veut dire que les utilisateurs du magasin, à tout moment, ils peuvent aller chez vous,
ouvrir votre porte et voler vos choses. C'est exactement ce que vous faites sur Internet, en fait. C'est exactement ce que vous faites sur Internet sans même vous en rendre compte. Vous allez sur Instagram, Facebook, vous leur donnez vos informations personnelles, vous donnez votre mot de passe, adresse mail, etc. Le faites tout ça. Mais ce sont des accès que vous donnez à ces entreprises-là. Et après, ils peuvent utiliser vos données personnelles pour faire ce qu'ils veulent avec. Voilà pourquoi d'ailleurs, il y a eu un gros scandale avec Mark Zuckerberg qui a dû payer une grosse amende parce qu'il vendait les données de ses utilisateurs. Et c'est le cas pour beaucoup, 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 beaucoup d'entreprise. Et le problème de centralisation également arrive et intervient au niveau du fait que une base de données centralisée peut se faire facilement pirater parce qu'elle n'est qu'à un seul endroit. Donc, lorsque tu veux, par exemple, pirater une banque, c'est juste un exemple, hein. Tu veux pirater une banque physique. La banque physique, tu sais que bon, c'est dans tel quartier, à tel carrefour. Vous vous mettez bien peut-être à 5, 6, 10, 20, vous vous armez, vous partez, vous piratez, vous braquez la banque. Dans le monde physique, à vous braquer la banque. C'est pareil sur Internet. Il y a les hackers. Ils se mettent et ils piratent les comptes en ligne. Mais vu que le compte il est à un seul endroit, ben c'est possible de le pirater. Sur une blockchain, c'est pas possible. Parce que sur une blockchain, pour qu'il puisse corrompre le réseau, il faut qu'il puisse pirater tous les nœuds du réseau en même temps. Ça veut dire que vu qu'il n'y a pas d'autorité centrale et que c'est tous les utilisateurs du réseau qui permettent de gérer la blockchain, si le hacker veut pouvoir pirater et corrompre le réseau, il doit corrompre tout le monde. Donc imaginons un peu, à travers le monde, nous sommes 15 000 nœuds visibles sur Bitcoin, par exemple. Bon, comment est-ce que quelqu'un fait pour pirater 15 000 nœuds en même temps, qui ne se connaissent pas, qui sont aux quatre coins du monde? Vous voyez un peu le niveau de sécurité. C'est ça, en fait, l'idée. Et donc, du coup, à ce niveau-là, il faut comprendre que la blockchain peut être un gros avantage par rapport à la décentralisation au point de vue de la sécurité. Et il faut que vous puissiez prendre conscience que vos données sont hyper, hyper précieuses. Aujourd'hui, on nous fait croire que nos données, c'est rien. Mais le gros obstacle, en fait, à l'adoption de la blockchain en Afrique, c'est que nous sommes déjà dans un système qui nous semble bien, qui nous semble facile. Et donc, il faut faire un changement mental par rapport à ce que Karine disait également. Il faut carrément changer le mindset des gens pour qu'ils prennent conscience de l'importance de leurs données, de la valeur de leurs données, pour que les gens acceptent et adoptent la blockchain. Aujourd'hui, tu vas dire à quelqu'un de faire un simple connect wallet, ça veut dire connecter son portefeuille à une application décentralisée, il va trouver ça compliqué. Au détriment de donner ces informations et ces données personnelles. Est-ce que vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, on peut vous retrouver sur Internet en claquant des doigts avec votre adresse IP? Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Que vos photos, là, les photos que vous pensez que vous avez supprimées, là, on peut retrouver ça. Et on peut vous faire du chantage. C'est parce que on est en Afrique, hein. On est bien peut-être. Mais dans d'autres pays, c'est every day, every time. Qu'il y a des gens qui se vont pirater et on sort leur dossier qu'ils pensaient avoir supprimé, pourtant qu'ils n'ont jamais publié. Parce que justement, sur Internet, rien ne disparaît. La blockchain permet aujourd'hui de, de détenir ces données. Mais les Africains ne comprennent pas encore ça. Et au niveau de la responsabilité qu'il y a de détenir ces données, il faudrait également qu'on puisse faire une grosse sensibilisation parce que les gens préfèrent déléguer cette responsabilité-là. Parce que malheureusement, l'Africain n'aime pas être responsable du malheur qui lui arrive. L'Africain aime toujours avoir quelqu'un qui va être responsable de ce qu'il a eu comme problème. Voilà pourquoi on veut toujours avoir des services clients. Sur la blockchain, il n'y a pas de service client. Et je pense que c'est peut-être un gros problème à l'adoption parce que justement, vu qu'il n'y a pas de service client et qu'il n'y a pas de personnes chez qui se plaindre, vu qu'il n'y a pas de bouc émissaire, les Africains vont avoir du mal à un moment donné euh, à prendre la responsabilité de leurs données, de leur argent. Et c'est ça, en fait, que moi, je pourrais dire par rapport à ce point. Donc, on dirait que Karine n'est plus là. Et là, certainement, il y a un souci de connexion. OK? Donc, les gars, on va essayer d'attendre Karine une minute. Si elle n'est pas là, on va continuer. OK, Karine. On dirait qu'il y a eu un souci de connexion. OK, Karine, est-ce que tu nous entends? Allô? 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 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 «
On dirait que Karine a un souci de connexion. Allô? Oui, Karine. On dirait que tu as un souci de connexion. J'ai eu un appel au même moment. Ah, bref, j'ai eu un appel, ça. D'accord. Ah, d'accord. Ok, donc en fait, j'étais en train de dire que l'un des gros problèmes à l'adoption de la blockchain en Afrique, c'est le fait que les Africains puissent prendre conscience de l'importance de leurs données et prennent la responsabilité de conserver leurs données, d'être responsables de leur argent, de leurs informations personnelles. Aujourd'hui, les Africains aiment avoir les boucs émissaires. Oui, Ils aiment bien avoir les services clients pour pouvoir aller et dire que bon, si mon argent est perdu, c'est à cause de quoi? Pour aller se justifier, pour aller déterminer. Mais si on est sur une blockchain, on est conscient que sur une blockchain, chacun détient ses informations personnelles, chacun détient ses données. Et donc, il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de bouc émissaire, il n'y a pas de service client. Et ça, c'est un très grand problème à l'adoption parce que les Africains, ils aiment bien avoir des boucs émissaires. Qu'est-ce que tu en penses? Hum, bon, en fait, comme tu as dit, le problème, c'est vraiment euh, le fait que les Africains, ils aiment trop se plaindre à la base. Est-ce que tu peux me redonner ton second point, s'il te plaît? Ça a bloqué. J'entendais pas le second point que tu as dit. Quand tu as dit les Africains, ça s'est arrêté. C'est seulement la suite que j'ai entendue. Alors, ici, on est sur le point de euh, préoccupation concernant la sécurité et la confidentialité des données. Oui, Donc, au point de la sécurité, je dirais justement que la sécurité des données, elle est plus augmentée avec la blockchain. Mais le problème, c'est que les gens ne vont pas vouloir, par exemple, prendre conscience de cette sécurité-là parce que cette sécurité-là engage également une certaine responsabilité de la part des Africains. Il faut que les Africains puissent maintenant apprendre à être responsables de leurs propres données, sachant que les Africains n'aiment pas cette responsabilité-là. Les Africains aiment bien avoir des boucs émissaires comme les institutions, les banques, etc., vers qui ils peuvent aller se plaindre en cas de problème ou de litige. Et donc, lorsque tu as un portefeuille crypto, par exemple, il faut que tu puisses toi-même sécuriser tes clés privées. Et ça, je pense que beaucoup de personnes, quand ils apprennent ça, ils sont un peu choqués parce qu'ils se disent que, bon, si je dois sécuriser mes clés privées et que je perds mes clés privées, ben, si je les perds, je perds mon argent. Oui, quand tu dis ça à une personne, ben, elle commence à se dire, oh, donc il n'y a pas de service client. C'est le premier réflexe. Donc, il n'y a pas de service client. Et moi, je pense que c'est un gros problème à l'adoption. Donc, par rapport à ce point-là, c'est ce que j'ai développé comme point. oui, ok. Bah, en fait, tu as parfaitement raison, mais tu penses aussi, moi je vois ça comme une opportunité de marché. Parce que si les Africains sont comme ils sont comme ça, pour les changer, ça va être compliqué. Ils sont habitués à tout déléguer. Leur vie, ils ont délégué. Tout, ils délèguent. Donc, combien de fois pour ce qui est du côté sécuritaire, où ils sont encore habitués à la banque, où la banque te dit, délègue-moi, je vais gérer pour toi. Donc là, c'est au niveau des Africains, il faut qu'on ait des gens. C'est là alors que les gens qui se disent start-upers dans la technologie doivent nous proposer une application qui va nous servir de, comme elle veut dire ça, de filet de sécurité. Un peu comme ce que Zengo est en train de développer. Donc, ça peut être une part de marché que certains Africains qui se sentent capables peuvent prendre pour mettre sur pied en fait une solution pour ça. Donc, Effectivement. donc Effectivement. moi, je vois ça plus comme une opportunité plutôt que comme un problème. Donc, c'est le moment pour nos grands start-upers de se lancer peut-être dans ce marché et d'aider dans ce sens. Effectivement. Et justement, en parlant des start-upers, on va parler dans le poste des témoignages, hein, des témoignages et de projets euh, en Afrique. On va voir l'exemple d'utilisation réussie de la blockchain et de la décentralisation en Afrique. Comme exemple, je vais prendre le cas de la Centrafrique. On a vu que la Centrafrique, c'est le premier pays africain à avoir adopté Bitcoin comme monnaie légale. Donc, c'est le deuxième pays au monde et le premier pays africain. C'est une grosse révolution hein, pour l'Afrique parce que ça nous fait déjà un grand pas, en fait. C'est un pas de géant que nous avons fait à travers cette news-là. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est de savoir pourquoi. Pourquoi? Vous pensez que le franc CFA, au niveau dans un point de vue étatique, ça facilite les échanges? Non, pas du tout. Parce que le franc CFA, c'est une monnaie qui vient
fragiliser les économies africaines dans la mesure où il y a tellement de frais à payer, tellement de choses, tellement de contraintes qui ont été signées que faire des transactions avec le franc CFA, c'est un peu limitant et ça ne favorise pas le développement de notre continent. Alors quand Archange Faustin Tolera, le président de la Centrafrique, décide de passer Bitcoin comme monnaie légale, c'est pour permettre justement de pouvoir faire des transactions, fluidifier les transactions sans avoir besoin de passer par le franc CFA. Je pense que c'est assez réussi parce qu'aujourd'hui, ils n'ont pas vraiment de soucis à travers avec Bitcoin. Parce que il faut comprendre que c'est vrai que les populations ne sont pas formées à utiliser Bitcoin, mais il n'a pas lancé cette loi-là forcément pour les populations dans un premier temps. C'est d'abord pour l'État, pour que l'État puisse faciliter ces transactions. Et si les populations ont accès à ça, c'est pour permettre à ce que des investisseurs étrangers puissent venir dans le pays investir. Parce que les investisseurs étrangers qui sont intéressés par la crypto, par la blockchain, voient une opportunité en Centrafrique pour venir s'y implanter et développer des infrastructures pour développer l'économie de la Centrafrique. Donc, quand on voit juste rien que ce petit point-là, on voit bien comment la blockchain en Afrique vient réellement être une grosse révolution, un gros plus sur l'économie, rien que d'un pays. Imaginons ce que ça peut donner à l'échelle de tout un continent. Ah, Karen, est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport à ça? Euh, en fait, bon, tu as pris l'exemple de la Centrafrique. Bon, pour moi, la Centrafrique, c'est un exemple un peu mitigé parce que je trouve qu'ils n'ont pas poussé ça jusqu'au bout. Mais bon, je vais prendre encore notre pays, comme tu dis, par exemple la Roumanie. La Roumanie, c'est l'un des premiers pays à adopter la blockchain pour faire tout ce qui est légalisation des documents gouvernementaux. Par exemple, ça, c'est un État qui a carrément décidé que aujourd'hui, tout ce qui est pièce d'identité, tout ce qui est acte de naissance, bref, tout ce qui a trait à l'identité des personnes, ça va être via la blockchain et c'est là-bas que tout le monde pourra avoir ces documents officiels. Donc, c'est un exemple d'un État. On a aussi le Salvador, comme tu as dit, c'était le premier pays à adopter le Bitcoin comme monnaie. Et aussi, ils sont en train de développer tout un écosystème qui est hyper intéressant, surtout au niveau de la décentralisation. Ce problème de décentralisation qu'on a aujourd'hui avec les communes, les régions et tout le reste, chez eux, c'est en train de s'implémenter lentement, mais sûrement parce que le système, il est déjà lancé. La transformation, elle est déjà en train de se faire. Donc, si c'est possible chez eux, c'est aussi possible chez nous. On est aussi du côté de l'Asie, qui va être une grosse plaque tournante, surtout Shanghai et, bref, comment ça s'appelle? Shanghai et le pays là, ce qui a été indexé par le Royaume-Uni là. Bon, je me rappelle plus. Euh, c'est un autre aussi, celui qui, là où il y a BSHCC. Je sais pas si tu connais un peu la banque là. La HSBC. Non. HSBC, plutôt. Ah, c'est HSBC. SSBC. C'est quel pays ça? Voilà. À Hong Kong. Voilà, Hong Ah Kong. oui. Mhm. Hong Kong. Voilà. Eux aussi, depuis un temps, ils sont en train de demander, ils sont en train de faire en sorte que les banques là-bas utilisent le système de blockchain. Pas de la même manière que ce qu'on est en train de promouvoir, mais ils sont en train de tester quand même comment est-ce que ça se passe pour essayer de voir comment est-ce qu'ils peuvent faire des échanges sans forcément passer. On dirait qu'il y a encore un souci de connexion. Donc la team, comme vous pouvez le voir, en C'est fait, pas ce qu'on attend, mais comme on ah, continue d'attendre et qu'on se dit que peut-être que ça fait peur, qu'on regarde ce que les autres font. Si ça marche chez les autres, si ça marche chez eux et que ça donne des résultats et qu'il n'y a pas de souci, pourquoi ne pas aussi entrer dans le train et se dire on va aussi tester. Donc, moi, c'est un peu ça. C'est pas plus complexe que ça. Pas plus complexe que ça. effectivement, la team. Franchement, c'est beaucoup de bonnes choses qui peuvent se faire en Afrique avec la blockchain. Et comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup d'entités déjà qui se lancent à l'intérieur. Oui. Je pense que j'ai étendu sur cette thématique, j'étais vraiment large sur cette thématique dans le space précédent. Donc, je vous invite à aller le regarder sur Twitter parce que la rediffusion de ces spaces-là, c'est chaque semaine hein, sur toutes les plateformes. Donc, n'hésitez pas à aller vous abonner sur Facebook, Instagram, TikTok, etc. parce que on poste du contenu différent sur les différentes plateformes. Donc,
Ensuite, nous allons passer à la question fatidique de fin. Karine, pour ou contre la décentralisation d'Afrique? Est-ce que c'est une question? Tu me poses ça sérieusement. Bon, moi, je suis pour, totalement pour, parce que ça va nous. En fait, je pense que sur les près de 1 heure et plus qu'on a débattu, on sait que la décentralisation, c'est un must-have et ça va seulement se passer, ça va arriver. Mais maintenant, comment est-ce qu'on va le faire? Quand est-ce que ça va se faire là? C'est là encore qu'il y a un autre débat. Comment est-ce qu'on va faire pour que nos dirigeants puissent comprendre l'importance véritable et pour que demain, on ne tombe pas encore dans le piège d'appeler des gens externes à l'Afrique pour venir gérer nos systèmes décentralisés. Parce que moi, c'est ce que je suis en train de voir venir. On va dire, un monsieur comme Alain, on va dire que non, mais Alain, il est trop jeune, mais Alain, quand même, oh, mais là, il a fait quoi? Il faut qu'on appelle un monsieur expatrié qui va venir nous construire Ouais, notre système blockchain et ainsi de suite. Donc, effectivement. c'est un peu ça. Donc, pour la À ce niveau-là, décentralisation à fond. à ce niveau-là, c'est vraiment un gros problème, le fait que ce sont toujours les étrangers qui viennent développer et ce que nous-mêmes pouvons développer parce que nos États ne nous font pas assez confiance à ce niveau-là, effectivement. Donc, moi, je pense aussi que il faudrait que la blockchain soit quelque chose de fait en Afrique parce que il y a beaucoup de points dont on n'a pas parlé, dont il ne vaut mieux pas parler ici, mais on est tous d'accord que la blockchain, cette décentralisation, peut apporter des choses vraiment qui pourraient changer l'Afrique au point de vue même politique. On va pas entrer dans les détails. Mais voilà, c'est quelque chose qui pourrait vraiment changer les choses. Et pour toutes les personnes qui ont suivi ce podcast, merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. Nous avons pris le temps de vous développer tous ces différents points-là pour que vous puissiez être vraiment édifiés sur le sujet. N'hésitez pas à aller sur nos différents réseaux sociaux, regarder les contenus que nous postons. N'hésitez pas à prendre notre formation 100% gratuite. Vous verrez le lien en bas de description et vous allez pouvoir aller plus loin, si vous voulez, en nous contactant après la formation gratuite pour avoir la formation payante qui vous permettra de devenir un expert blockchain. Pourquoi pas vous, demain, vous pourrez créer une solution blockchain qui va être utilisée à l'échelle mondiale. C'est justement ça le but des CryptoAfrique Future. Alors, merci beaucoup, Karine, pour cet échange très enrichissant. Et nous voici au terme de ce space. Un mot de la fin. Le mot de la fin, merci à toi. Merci pour cet échange parce que si on pouvait faire ça tous les jours, ça serait merveilleux. Et merci à ceux qui nous ont écoutés, qui nous ont suivis. N'hésitez pas, comme Alain a dit, à vous abonner sur nos différentes plateformes, à aussi à récupérer la formation gratuite parce que avec elle, déjà, vous aurez toutes les bases pour vous lancer dans ce monde merveilleux qui s'offre à nous tous. Merci encore. Allez. Voilà. Merci beaucoup et passez une très bonne soirée. On se retrouve jeudi prochain pour un prochain space. Bon, bonne soirée à tous. Bye bye.